La pluie battante avait transformé le chemin en une bouillie glacée lorsque je franchis le portail du manoir des Tilleuls. Mes vieilles bottes en cuir, autrefois solides, étaient lourdes de boue et de neige fondue. Et la tache sur mon manteau de velours côtelé gris, mon manteau des dimanches, était un mélange de projection de la route et d'une substance indéfinissable ramassée sur le bas-côté. J'étais en retard. 20 minutes peut-être, mais suffisamment pour que le salon résonne déjà des éclats de rire feutrés et du tintement cristallin des flûtes. Une scène digne d'un tableau de maître hollandais, avec les cheminées crépitant joyeusement et les verres de champagne scintillant. L'instant où la lourde porte en chêne se referma derrière moi, le silence tomba. Un silence épais, profond, qui aspirait l'air de la pièce. Tous les visages se tournèrent vers moi. Antoine, mon fils, se tenait près de l'âtre, un verre de cognac à la main, me regardant avec une surprise qui frôlait la méconnaissance. Sa femme, Chloé, figea son geste, la coupe à mi-lèvres. Puis elle esquissa un sourire, poli et glacé, sans chaleur. J'adressai un signe de tête au groupe, dénouant mon foulard détrempé. « Bonsoir, pardon pour le retard. Il y a eu... Nous aurions préféré que vous vous présentiez de manière plus... adéquate, Laurent. » Coupa une voix sèche. Je me retournai. Victor Beaumont, le père de Chloé. Son gilet de cachemire bordeaux devait valoir plus que le loyer annuel de mon atelier. Il me toisa de la tête aux pieds, comme si j'avais traîné un sanglier dans son vestibule en marbre de Carrare. Quelques personnes ricanèrent discrètement. Une femme aux perles impeccables et un homme aux cheveux gominés échangèrent un regard entendu. Antoine posa son verre avec un bruit sec. « Papa. » Je levai une main. « Ce n'est rien, Antoine. » Mais c'était quelque chose. Ma mâchoire se serra si fort que j'entendis un craquement dans mon oreille. Je sentais encore l'huile moteur sur mes doigts. J'avais dû m'arrêter pour aider 2 femmes sur le bord de la route départementale. L'une d'elles, âgée, blottie dans une vieille Delahaye en panne, les mains serrées autour d'une thermos. Je n'avais pas cherché à être un héros. Je l'avais fait parce que c'est ce que l'on fait. Ou du moins, ce que je fais. Je regardais Antoine, qui s'était soudainement trouvé une fascination dévorante pour les motifs du tapis persan. Sa femme restait immobile à ses côtés, comme si elle espérait que je me volatilise. Victor ne dit pas un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. Son message était clair. J'essuyais une manche sous mon nez et gardais le silence. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Ce n'était pas une invitation. C'était un test. Il ne m'avait jamais voulu ici. Il cherchait juste une raison de dire que je n'étais pas à ma place. Une fourchette tinta contre un verre. Quelqu'un murmura « C'est un peu gênant ». Puis, derrière moi, une voix aussi douce et froide qu'une nuit d'hiver dans les Alpes s'éleva. En fait, je pense que nous devrions entendre ce que Laurent a fait avant de juger son apparence. Tout le monde se retourna. Dans l'encadrement de la porte, juste à l'intérieur, se tenait la femme âgée de la Delahaye, sereine, ses cheveux argentés impeccablement relevés en chignon, son manteau de vison drapé sur un bras. Ses yeux ne sillèrent pas une seule fois. Geneviève Beaumont, la matriarche elle-même, et derrière elle, son assistante Clara, serrant fermement son sac à main, silencieuse. Geneviève s'avança comme si elle possédait le sol sous ses pieds, ce qui était probablement le cas. Laurent Dubois nous a aidés à arriver ici ce soir. Je pense que cela mérite plus qu'une critique vestimentaire. Le visage de Victor ne changea pas, mais je surpris une légère crispation à sa tempe. Chloé devint pâle. Antoine leva enfin les yeux vers moi, toujours hésitant, pris entre son père et ceux qui finançaient sa vie luxueuse. Je ne dis rien, me contentant de rester là, mes bottes mouillées sur le parquet lustré, retenant mon souffle. Geneviève tourna la tête vers la salle à manger et dit « Faisons de la place, voulez-vous » Et juste comme ça, je n'étais plus seul. Je suivis Geneviève vers la salle à manger, encore dégoulinant, sentant toujours le poids de chaque regard sur mon dos. Mais en marchant, quelque chose s'installa dans ma poitrine. Pas la paix, pas la fierté, rien de si doux, juste un déclic dur et froid de compréhension. Je n'étais pas arrivé dans cette maison par accident. Je l'avais gravité pendant des mois, espérant une foutue fissure dans la porte. 3 mois auparavant, j'étais juste Laurent Dubois, un ébéniste de 52 ans. Fatigué et à peine prospère, de Saint-Véran,
veuf depuis 6 ans. Le genre d'ébéniste dont l'atelier sent encore le copeau et la térébenthine. Le fourgon de livraison que j'avais bricolé moi-même, rouillé par endroits comme des assiettes. Le vieux poêle à bois de mon petit chalet crachotait en permanence. Je travaillais surtout au bouche à oreille, des restaurations d'antiquités, des commandes de meubles sur mesure, le genre de travail qui arrive tard le soir et se paie en espèces sous la table. Pas de fonds, de pension, pas d'assurance sophistiquée, juste moi, mes outils usés et quelques amis qui me laissaient planter ma tente dans leur jardin si jamais je ratais un paiement. Élise était partie au début du printemps, 6 ans auparavant, un cancer foudroyant, brutal. Nous avions été mariés 25 ans et je n'avais jamais vraiment su quoi faire de moi-même après son départ. J'avais essayé, j'avais continué à travailler, mais rien n'avait vraiment pris racine. Antoine était parti peu après son décès. Trop de chagrin sous le même toit. Peut-être. Je ne lui en voulais pas d'être parti. Je m'en voulais de ne pas lui avoir donné de raison de rester. Puis, il avait rencontré Chloé. Elle était tout en raffinement. École de commerce privée, voyages transcontinentaux, dents parfaites et main douce. Sa famille dirigeait le domaine Beaumont, un empire viticole et hôtelier, leurs noms gravés sur les plaques de la moitié des châteaux de la Loire. Je les avais rencontrés une fois avant le mariage. Un déjeuner rapide dans un restaurant étoilé où j'avais passé plus de temps à cacher mes mains sous la table qu'à parler. Victor avait serré la mienne comme si elle était faite de pierre ponce. La mère de Chloé, Éléonore, avait un sourire de réceptionniste de luxe, entraînée à dire non avec courtoisie. Je me souviens d'être resté assis là, transpirant dans ma seule chemise propre, pensant « Ils ont déjà décidé qui je suis ». Au mariage, ce sentiment s'était aggravé. Ce n'était pas une cérémonie, c'était une exposition. Musique classique, argenterie ancienne, 6 sortes de vins dont je ne savais pas prononcer le nom. Les gens parlaient de conseils d'administration et de yachts. Pas de randonnée, ni de météo, ni de quoi que ce soit que j'aurais pu feindre de comprendre. Je portais le même costume noir que pour l'enterrement d'Élise. L'étiquette du pressing encore pliée dans la poche. Victor m'avait présenté comme si j'étais quelque chose qu'Antoine avait déniché dans un vide-grenier. Le père d'Antoine, de la montagne, sans prénom, juste une origine géographique. Chloé gardait ses distances, toujours polie, jamais chaleureuse. Les rares fois où j'étais venu après leur mariage, elle m'offrait du café comme une hôtesse de l'air. Robotique, répétée. La seule fois où j'avais évoqué Élise, elle avait changé de sujet pour parler de leur nouvelle crédence en pierre de lave. Antoine avait essayé. Je lui reconnaissais cela. Il appelait toutes les 2 semaines, s'enquérait de mon travail, mentionnait un événement familial en passant. Mais il était prudent. Prudent d'une manière qui me disait qu'il naviguait en terrain miné. Prudent d'une manière qui me faisait me demander ce que Chloé disait de moi quand je n'étais pas là. Après un certain temps, j'avais arrêté d'insister. Je m'étais dit que je le verrais quand je le verrais. Puis, à l'improviste, Antoine avait appelé mi-octobre. « Ils veulent que tu viennes cette année, pour le réveillon », avait-il dit. J'avais fait une pause. « Il » avais-je demandé, même si je savais déjà. Il avait hésité. Les parents de Chloé, enfin, surtout Geneviève. C'était la première fois que j'entendais son nom autrement que dans le contexte de l'entreprise familiale. Geneviève Beaumont, la matriarche, toujours au conseil d'administration, toujours affûtée, d'après ce que j'avais entendu. Je ne l'avais pas rencontrée au mariage. Elle se remettait d'une opération. Ou c'est ce qu'on m'avait dit. J'avais l'impression qu'on l'avait délibérément tenue éloignée de moi. Je pouvais entendre la tension dans la voix d'Antoine, l'équilibre précaire. Il ne m'invitait pas seulement, il me prévenait. « Ils veulent vraiment que tu viennes », avait-il répété. « Vraiment que tu viennes ». Je m'étais adossé à ma chaise, fixant la tache d'humidité au plafond au-dessus de la lumière de ma cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment que tu viennes ? Tu sais, faire partie de ça, dîner, rencontrer tout le monde, ce sera bien. Juste, essaie de rester léger. Rester léger. C'est ce que l'on dit quand on a peur que quelqu'un ne vienne briser l'illusion. J'avais dit oui quand même. Je l'avais dit avant d'avoir le temps de réfléchir. Avant que la partie sensée de mon cerveau ne me rappelle que ces gens ne m'avaient jamais traité comme un membre de la famille, pas une seule fois, qu'ils me voyaient comme un signal d'avertissement gras
qu'Antoine n'avait pas encore entièrement nettoyé de son passé. Mais je voulais entrer. Pas pour eux. Même pas pour Antoine, pour être honnête, pour moi. Je voulais une putain de place à table, où je ne me sentirais pas comme un accessoire ou une invitation de pitié. Je voulais entrer dans une pièce et ne pas sentir que quelqu'un devait m'expliquer. Alors oui, j'avais dit oui. J'avais pensé que peut-être, juste peut-être, après 4 ans à ravaler ma fierté et à rester à l'écart, il tendait enfin une vraie branche d'olivier. Il s'était avéré que ce n'était qu'un bâton. Alors j'avais dit oui. Et juste après avoir raccroché, je m'étais assis dans ma cuisine, fixant la saleté sous mes ongles, et je m'étais dit « Qu'est-ce que je viens d'accepter ?» Le lendemain, j'étais allé au marché aux puces de Chamonix, et j'avais fait la seule chose que tout homme comme moi redoute. Essayer des vêtements sous des lumières blafardes qui me rendaient plus malade que je ne l'étais. Le miroir de la cabine d'essayage était un de ces miroirs de fête foraine maudits qui réussissaient à me faire paraître plus petit, plus vieux et plus fatigué tout à la fois. J'avais essayé un manteau en laine qui tirait bizarrement aux épaules, une paire de chaussures qui me pinçaient les orteils et 3 chemises boutonnées qui me donnaient l'impression d'être déguisé. Finalement, j'en avais trouvé une qui convenait. Chemise grise, pas trop voyante, pas trop rigide, juste assez pour avoir l'air de me soucier sans prétendre être l'un des leurs. Les chaussures étaient en faux cuir, mais avaient de l'air correct. Le manteau, eh bien, il ne me saillait pas parfaitement, mais il était sec, sombre et ne sentait pas l'intérieur de mon fourgon. J'avais dépensé 210 € pour le tout, puis j'avais fait couper mes cheveux chez un coiffeur rapide sur le chemin du retour. J'avais demandé à la dame de faire simple. Elle avait passé la tondeuse un peu haut sur les côtés, mais j'avais laissé faire. J'avais de plus gros soucis. Le lendemain matin, Antoine avait rappelé. « Tu n'as vraiment rien à faire de spécial », avait-il dit. Je l'entendais dans sa voix, le même ton de funambule, prudent, circonspect, comme s'il essayait de dire quelque chose sans le dire. Ils aiment juste que les choses soient d'une certaine manière, avait-il ajouté, c'est-à-dire juste, pas de politique, pas d'histoire sur d'anciens boulots, reste léger, léger. Ce mot maudit encore, je n'avais rien dit pendant une seconde, puis j'avais demandé, tu veux dire, ne sois pas moi-même. Il avait soupiré, non, je veux dire, ne leur donne juste rien à redire. J'avais ravalé ce que je voulais dire, que si seulement ils arrêtaient de chercher la petite bête, je n'aurais pas besoin de me polir à chaque fois que je me présentais. Au lieu de cela, j'avais hoché la tête comme s'ils pouvaient me voir et j'avais dit « compris ». Cet après-midi-là, j'étais allé au garage parler à Pierre, le forgeron du village. On se connaissait depuis le collège. Il avait traversé 2 mariages, une crise de goutte et un contrôle fiscal. Et il était toujours le même vieux bourru sarcastique. Je lui avais parlé du réveillon. Des vêtements, de l'appel d'Antoine, de se rester léger à la con. Il s'était adossé à sa chaise pliante, mâchonnant un cure-dent, et avait secoué la tête. « Mon vieux, s'ils ne t'aiment pas comme tu es, qu'ils aillent se faire voir. » Je sais, mais j'avais expiré. Mais je ne veux pas leur donner d'excuses. Pas cette fois. Ils m'avaient pointé du cure-dent. C'est ce qu'ils espèrent. Que tu te pointes en bottes de travail et veste en jean pour qu'ils puissent en chuchoter autour du saumon fumé. J'avais ri une fois. C'est de la dinde. Peu importe, les riches gâchaient la nourriture de toute façon. Pourtant, les jours suivants, j'avais répété, devant le miroir, en me rasant, dans le fourgon, en allant travailler, même sous la douche. J'avais répété des choses simples comme « Quelle belle demeure » ou « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Le genre de phrase qui pousse pour les autres à parler pour que je n'avais pas à le faire. Tout était planifié. Pas de mention de chaudière, pas d'histoire d'atelier, pas de commentaires sur le loyer ou les radiateurs cassés ou les fins de mois difficiles. J'avais même cherché sur Google quelle fourchette utiliser pour la salade et ce que diable signifiait « amuse-bouche ». Stupide ? Peut-être. Mais chaque fois que j'imaginais Antoine nerveux, Chloé embarrassée et Victor me jaugeant comme un bœuf à l'abattoir, je redoublais d'efforts. Je n'allais pas les laisser me traiter de négligé, de rustre ou de plouc. Pas cette fois. J'avais nettoyé mes bottes avec de l'huile d'olive et une brosse à dents.
J'avais soigneusement roulé ma nouvelle chemise dans une housse de pressing en plastique pour éviter les faux plis. J'avais même imprimé les directions pour leur propriété en Loire, juste au cas où le GPS lâcherait. J'avais emballé des pastilles à la menthe, un peigne et 2 chemises de rechange, une blanche unie, une un peu plus habillée. La veille du réveillon, je m'étais tenu devant le miroir et j'avais pratiqué mon sourire. Pas trop grand, pas faux, juste assez pour paraître calme, posé. Comme quelqu'un qui avait sa place dans une pièce pleine de gens, qui n'avait jamais eu à sauter un rendez-vous chez le dentiste pour payer l'électricité. Cette nuit-là, je n'avais pas beaucoup dormi. J'étais resté au lit à penser à Élise. Elle aurait détesté toute cette mascarade. Elle m'aurait dit d'être moi-même. Que si Antoine avait épousé une famille qui ne respectait pas d'où il venait, c'était leur problème. Mais Élise n'était pas là. Et Antoine, lui, l'était toujours. C'est à cela que tout se résumait. Pas à les conquérir, pas à prouver quoi que ce soit. Juste à m'assurer que mon fils n'ait pas l'impression de devoir choisir entre les gens qu'il avait élevés et ceux qui le nourrissaient de vin fin. Alors oui, j'avais essayé. Fort, j'avais fait toutes ces choses maladroites, humiliantes, gênantes, qu'un homme peut faire pour se faufiler dans un monde qui ne l'avait jamais voulu. Et tout ce que je pouvais faire, c'était espérer qu'en franchissant cette porte, je ne me sentirais pas comme un maudit intrus. Le matin du réveillon arriva comme une gifle, froid, vif et plein de mauvais augure. Le verglas commença vers 6 heures. À 7, le givre s'était insinué sur chaque petite route entre Saint-Véran et la Loire. J'avais pris la route tôt, me disant que je préférais arriver 2 heures en avance plutôt que de me retrouver dans un fossé en essayant d'arriver à l'heure. Mon nouveau manteau était posé sur le siège passager. Mes bottes propres, ma chemise repassée et une thermos de café bon marché qui sentait le papier brûlé, mais qui me tenait les mains au chaud. À environ 40 minutes de là, juste après un virage près d'une petite auberge, j'aperçus des feux de détresse clignotant dans le gris. Une voiture ancienne était garée sur le bas-côté, le capot ouvert, de la vapeur s'élevant dans l'air glacé. Une femme d'une 40aine d'années se tenait à quelques mètres du véhicule, agitant une main avec plus d'agacement que d'urgence. Pas paniquée, juste fatiguée. Je ralentis automatiquement. La plupart des gens ne s'arrêtaient plus. Je ne pouvais pas leur en vouloir, honnêtement. Mais ce n'était pas dans ma nature de passer devant une voiture comme ça, sous la pluie glaciale, sans vérifier. Je m'engageai sur le bas-côté, allumai mes feux de détresse et sortis. Le froid frappa vite, ce genre de frisson humide qui traverse la chemise et s'installe dans les os. Je m'approchai lentement, main visible. « Bonjour », dis-je. « En panne ?» Elle se tourna vers moi, prudente mais pas effrayée. Des cheveux noirs tirés en arrière, un manteau léger pour le temps, la mâchoire serrée. La batterie, je crois. Elle a juste lâché, sans prévenir. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» Elle hésita, puis s'écarta. « Allez-y. Ma patronne est à l'intérieur. Elle se réchauffe. » J'ouvris le capot jusqu'au bout et me penchai. Les bornes étaient un désastre, de la corrosion entassée comme du sel incrusté. Le classique coup de froid hivernal. « Vous avez du coca ou du Pepsi là-dedans ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ? Pour la batterie ?» Le soda est acide, ça ronge la corrosion. Elle me fixa un instant, puis se pencha dans l'habitacle et en ressortit avec une bouteille en verre de Coca-Cola. « Ça ira ? » ?»« Parfait. » Je l'ouvris et versai lentement, regardant le liquide pétiller et grésiller sur les bornes. Je sortis de ma poche de manteau ma clé à molette et raclai le résidu comme je l'avais fait 100 fois auparavant. Mes doigts s'engourdirent à mi-chemin, mais je continuai jusqu'à ce que le métal brille suffisamment pour établir une connexion. Puis je reculai et hochai la tête. Essayez maintenant. Elle monta, tourna la clé, et le moteur démarra comme si de rien n'était. Elle cligna des yeux. « Sérieusement ?» Je haussai les épaules à moitié. « Vous avez eu de la chance. 1 heure de plus, et ce bazar vous aurait immobilisé pour de bon. » Elle sortit et me regarda avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. « Oui. Eh bien, je ne suis pas la plupart des gens. » Elle sourit alors. Pas forcée, pas polie, juste honnête. « Je suis Clara, l'assistante personnelle de la dame à l'arrière. » J'essuyai mes mains sur mon jean et dis « Laurent Dubois. » Elle pencha la tête. « Le père d'Antoine ?»
Quelque chose changea sur son visage à cet instant. Pas de la peur, pas du jugement, juste un glissement. Comme si une clé avait tourné dans la serrure. De l'intérieur du SUV, la portière passager grinça et la femme âgée sortit. Pas pressée, pas faible, juste calme, mesurée, ses cheveux gris argentés en un chignon serré, de grands yeux qui ne rataient rien. Elle me toisa sans ciller. « Laurent Dubois ?» Je hochai la tête. « Oui, madame. » « Je suis Geneviève Beaumont. » Elle ne tendit pas la main. Elle resta juste là, comme un juge à la fin d'un long procès, me regardant comme seules les personnes dotées d'un réel pouvoir peuvent se le permettre. Comme si elle savait déjà ce qu'elles allaient se décider, mais voulait recevoir ce que vous feriez d'abord. « Alors je suppose que nous nous reverrons sous peu, » dit-elle. Clara s'avança. « Nous vous suivrons. Madame Beaumont préfère ne pas prendre les devants sur des routes verglacées. » Je leur fis un rapide signe de tête, essayant de rester cool, mais mon cerveau tournait déjà à plein régime. De toutes les voitures la tombaient en panne, de toutes les routes où s'arrêter, je m'étais arrêté pour elle. La seule personne de cette maison que je n'avais pas rencontrée. Le seul nom que je n'avais jamais entendu prononcer, comme s'il appartenait à un livre d'histoire. La seule personne qui n'avait pas été au mariage, la matriarche elle-même. Je retournai à mon fourgon, abasourdi, mes bottes crissant sur le verglas. Je montai, soufflai dans mes mains et mis le chauffage à fond. Puis je restai assis là un instant, les regardant dans mon rétroviseur. Geneviève se tenait à côté de la Delahaye, balayant le verglas de son manteau comme si de rien n'était. Clara se penchait dans le siège conducteur, probablement en réglant le GPS. Aucune d'elles n'avait l'air ébranlée. Elles avaient l'air de personnes habituées aux tempêtes, météorologiques ou autres. Je repris la route le premier, roulant lentement. Mes pneus glissèrent un peu au virage, mais adhérèrent juste à temps. Derrière moi, la Delahaye suivait régulièrement, ses phares maintenant une distance suffisante. Et à ce moment-là, roulant sous la pluie glaciale vers une maison pleine de verres polis et de couteaux cachés, je réalisais quelque chose. J'avais passé des semaines à m'inquiéter de comment me prouver à ces gens. Il s'était avéré que je l'avais déjà fait. Au moment où je me garais devant le manoir, le verglas s'était transformé en petites dagues. Pas de la neige, pas de la pluie, juste ce mélange piquant qui brûle les oreilles. La propriété des Beaumont ressemblait à quelque chose sorti d'un livre d'histoire. Colonnes de pierre, lumière blanche enroulée autour des arbres comme si elle avait été mise en scène pour un magazine. En sortant de mon fourgon, je jetai un coup d'œil à la Delahaye qui s'arrêtait derrière moi. Clara en sortit la première, puis ouvrit la porte à Geneviève qui ne broncha même pas face au vent. Nous atteignîmes les marches d'entrée ensemble côte à côte. Je ne dis rien. J'imaginais qu'elle voudrait de la distance maintenant que nous étions de nouveau dans leur monde. Mais Geneviève hocha simplement la tête une fois et continua de marcher comme si nous l'avions tous planifié. À l'intérieur, la chaleur frappa vite. Parquet ciré, lustre scintillant au-dessus d'un large escalier, odeur de dinde rôtie et d'une herbe que je ne reconnus pas. Un homme en gilet noir impeccable se tenait près du porte-manteau. Le majordome, probablement. Il cligna des yeux en nous voyant, Clara et moi, arriver ensemble, comme si on lui avait donné le mauvais script. Avant qu'il ne puisse parler, la voix de Victor coupa la pièce depuis l'autre côté du vestibule. « Laurent, dit-il, vous semblez marqué. » Je me retournai. Il était là, le même pull bordeaux, le même verre de vin, le même sourire en coin dissimulé derrière des manières polissées, debout avec quelques-uns de leurs invités près de l'entrée du salon d'apparat. Chloé était perchée sur le bord d'un fauteuil à haut dossier, les jambes croisées serrées, un verre de vin tenu comme un bouclier. Antoine se tenait derrière elle, les épaules raides, l'expression illisible. Geneviève intervint avant que je puisse dire un mot. Sa voix n'était pas forte, mais elle porta avec poids. « Laurent nous a aidés à arriver ici, » dit-elle. « Autrement, nous serions encore sur le bord de la route. » Silence. Chloé cligna des yeux rapidement, son sourire vacillant. Antoine s'avança comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Quelques invités, une femme avec des perles, un homme aux cheveux poivre et sel et un blazer en velours vert, se décalèrent.
Je fis un bref hochement de tête, soudain conscient que mes bottes étaient encore humides et que mon manteau avait du sel de déneigement sur un côté. Mon col s'était relevé sans que je le remarque. Les yeux de Victor allèrent droit dessus. « Vous êtes libre de vous changer et de revenir quand vous serez plus prêt, dit-il, presque doucement. Et bon sang, j'ai failli être d'accord. Je le sentis dans ma gorge, l'instinct d'acquiescer, de sortir, de me refaire une beauté, de revenir quand je ne ferais pas tâche. Puis Geneviève éleva la voix, sans crier, juste en augmentant le volume suffisamment pour que tout le monde entende. « Non, laissez-le parler, dit-elle. Je voudrais que la pièce sache quel genre d'homme il est. » Tout le monde s'arrêta de bouger. J'ajustai mon manteau et m'avançai. Ce n'était pas grand-chose, dis-je, juste un peu de corrosion sur les bornes. J'ai versé du coca dessus, raclé le tout. Quelques personnes rirent. Un homme hocha la tête comme s'il avait réellement compris ce que cela signifiait. Geneviève se tourna vers la pièce. Ça a marché, rapidement, et au milieu d'une tempête, il n'a pas hésité à s'arrêter. J'aimais qu'elle le dise. Je ne savais pas où regarder. Alors je gardai mes yeux sur Geneviève. Elle avait ce calme, pas chaleureux, pas froid, juste centré, comme si elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit dans cette maison. Clara se décala, accrochant son manteau. Elle ne dit pas un mot, mais je surpris son regard alors qu'elle observait la pièce, scannant, prenant des notes mentales, ne me jugeant pas, juste, me voyant. Victor toussa dans son poing, clairement irrité. « Eh bien, dit-il, se raclant la gorge, nous sommes heureux que vous soyez arrivés sains et saufs. » Antoine s'approcha rapidement. « Ça va, papa ?» J'acquiesçai. « Ça va. Juste un peu de verglas. » Il avait l'air soulagé et gêné à la fois, comme s'il voulait en dire plus, mais ne savait pas comment. Je sentais le regard de Chloé. Je pouvais presque l'entendre grincer des dents. « Puis-je vous apporter quelque chose, Monsieur Dubois ?» demanda le majordome, brisant enfin la tension. « Non, merci, ça va. » Quelques invités recommencèrent à chuchoter, mais pas de cette manière suffisante d'avant. Plus curieux maintenant. J'entendis des mots comme « ingénieux » et « débrouillard » flotter. Geneviève passa devant moi vers la salle à manger, mais pas avant de me poser une main légère sur le bras. « Entrez, » dit-elle. « Vous avez gagné votre place à table. » Cela me frappa plus fort que cela n'aurait dû. Je la suivis, mes bottes laissant de légères marques humides sur le parquet lustré. Personne ne m'arrêta. Antoine resta près, parlant à voix basse. « C'était elle, hein ? Geneviève ? » ?»« Oui. »« Et tu la sais aider ? » ?»« J'imagine que oui. » Il expira. « Ça, ce n'est pas comme ça que je pensais que la journée allait commencer. Moi non plus. » Nous entrâmes dans la salle à manger, et pour une fois, personne ne parut surpris de me voir. Quelques-uns hochèrent la tête. Quelqu'un tira une chaise. Je m'assis lentement, m'attendant toujours à l'accueil glacial, m'attendant toujours à ce que quelqu'un tire le tapis. Mais cela ne vint pas. Le tapis resta. Clara allait et venait, gérant les détails. À un moment donné, elle remplit mon verre d'eau et dit à voix basse « Bon timing ». Je levai les yeux. « La chance !» Elle haussa un sourcil. « C'est comme ça que vous l'appelez ?» Je souris. Mieux que de l'appeler ce que ça ressemblait. Elle fit le plus léger des hochements de tête et passa à autre chose. Chloé garda ses distances. Elle souriait quand on lui parlait, mais elle ne me regardait pas à moins d'y être obligée. Victor resta poli, mais je pouvais dire qu'il était agacé. Non seulement par ma présence, mais par le changement dans la pièce. Il n'était pas habitué à être surpassé. Et Geneviève, elle était assise en bout de table, parlant à tout le monde, mais de temps en temps, ses yeux se posaient sur moi. Non pas comme si j'étais surveillé, mais comme si j'étais considéré. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seulement toléré, j'étais remarqué. Et non pas parce que j'avais forcé mon chemin, mais parce que je l'avais mérité. Je ne sais pas exactement quand cela a changé, mais quelque part entre les huîtres et la soupe de courge musquée, la pièce a cessé de faire semblant que je n'étais pas là. Une femme de l'autre côté de la table, Stéphanie, je crois que c'était son nom, se pencha et demanda comment je connaissais Geneviève. Je clignai des yeux, la fourchette à mi-chemin de ma bouche,
pris au dépourvu par la question. Avant que je ne puisse répondre, Geneviève dit « Il ne me connaît pas, pas encore, mais il me comprend peut-être mieux que la plupart d'entre vous. » La façon dont elle l'a dit fit que tout le monde marqua une pause d'une demi-seconde. Après cela, les gens me regardaient réellement dans les yeux quand il parlait. Un homme, plus âgé, avec une épaisse moustache blanche, portant un col roulé, comme s'il pensait que cela le rendait intellectuel, demanda si j'avais des antécédents en ingénierie mécanique. J'ai failli rire, mais je me suis retenu. Au lieu de cela, j'ai dit « Non, juste 20 quelques années de travail en ébénisterie et restauration. » On apprend à lire les problèmes très vite quand une mère de 3 enfants n'a pas de chauffage et qu'il fait moins 9 degrés dehors. Il sourit, hocha lentement la tête, comme si cette réponse était suffisante. Une femme avec un eyeliner aiguisé et un diamant de la taille d'une bille à son doigt demanda ce que je pensais des nouvelles initiatives écologiques dans la viticulture. J'hésitais. Mon esprit se vida. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, prêt à me ridiculiser là, devant les petits pains. C'est alors que Clara intervint derrière elle. « Laurent est doué avec les systèmes, » dit-elle en douceur, sans rater un battement. Il comprend ce qui casse, pourquoi et comment l'empêcher de se reproduire. Peu importe qu'il s'agisse d'une vieille presse à vin ou d'un conseil d'administration. La dame au diamant cligna des yeux, acquiesça une fois et se retourna vers son vin. Juste comme ça, la pression s'envola. Je regardai Clara et lui fis un petit hochement de tête. Elle ne sourit pas, mais ses yeux rencontrèrent les miens avec quelque chose de plus chaleureux qu'auparavant, comme un « je vous couvre » tacite. Et le plus drôle, c'est que ça ne ressemblait pas à de la pitié. Ça ne ressemblait pas à une histoire de couverture. On aurait dit qu'elle le pensait. La fois suivante où quelqu'un posa une question sur mon travail, je ne bronchais pas. Martin, l'avocat d'entreprise que Geneviève m'avait présenté, me tira à part près du bar pendant que les gens se déplaçaient entre les plats. « Vous savez, dit-il, faisant tournoyer son verre, vous me rappelez mon oncle. Il construisait des maisons, des vrais, marteau à la main, de la terre sous les ongles. Avait un instinct inné pour les gens. Ne portait jamais de cravate, mais tout le monde lui faisait confiance. « C'est un compliment ?» demandai-je. « C'en est un, » dit-il, levant son verre. Plus tard, je me retrouvai assis à côté de lui et de Geneviève pendant le plat principal. Côte de bœuf, un truc aux betteraves que je ne touchais pas, et une purée de pommes de terre si lisse qu'elle aurait pu passer pour du glaçage. Je gardais des mains près de l'assiette, essayais de ne pas laisser tomber ma fourchette, mâchais plus lentement que d'habitude pour ne pas dire quelque chose de stupide. Geneviève ne me facilita pas la tâche. Elle commença à raconter des histoires, non pas sur des bals ou des événements caritatifs ou des diplômés de grandes écoles. Elle parla des débuts du domaine Beaumont, quand il n'y avait qu'elle, son défunt mari et un chai qui inondait chaque printemps. « Je faisais tout, » dit-elle, sirotant du vin rouge comme de l'eau. Commande, conduite de chariot élévateur, entretien des machines, paix, nettoyage. Les hommes du chai m'appelaient « patronne » derrière mon dos et « madame » en face. Martin gloussa. « Vous en avez effrayé la moitié, je parie. » Elle hocha la tête. « Tant mieux. Ils respectèrent ce qu'ils craignaient, mais ils faisèrent confiance à ce que je pouvais faire. » Puis elle tourna son regard vers moi. « J'aimais les hommes qui faisaient aussi, » dit-elle. Sa voix n'était pas séductrice, mais elle atterrit plus lourdement que tout ce qu'elle avait dit de la nuit. Je soutins son regard une seconde de plus que je ne l'avais voulu. « C'est toujours le cas ?» demandai-je. Elle ne répondit pas, sourit légèrement et se retourna vers son assiette. Ce moment resta suspendu dans l'air, comme de la vapeur d'asphalte chaud. Antoine, assis plus loin à table à côté de Chloé, jetait des coups d'œil comme s'il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Chloé avait l'air misérable, sirotant toujours le même verre de vin comme si elle voulait s'y noyer. Clara repassa derrière moi pendant le dessert, vérifiant les recharges de café et les couverts. Mais je la surpris ralentir en passant. Elle posa une main légère sur le dossier de ma chaise pour l'équilibre, ou peut-être pas, et murmura « Vous vous en sortez très bien. »« Ouais, » murmurai-je. « Mieux que bien, » dit-elle, puis disparut
avant que quiconque ne puisse l'entendre. Personne ne me demanda où j'avais fait mes études. Personne ne me demanda de politique, d'investissement ou de résidence secondaire. Ils posèrent des questions sur les gens, les projets, les choses qui avaient besoin d'être réparées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais des réponses qu'ils voulaient réellement entendre. Un homme près de la cheminée demanda comment j'avais appris à travailler le bois sans formation formelle. Je lui racontais que mon premier emploi à 16 ans était apprenti menuisier et que mon patron avait eu un accident vasculaire cérébral pendant un blizzard. Alors j'avais tenu l'atelier pendant 3 semaines avec du ruban adhésif, du café et un maillet. Quelqu'un rit, je ne savais pas qui. Geneviève frappa une fois son verre de vin, juste assez fort pour relancer la conversation. « J'aime ça », dit-elle, principalement à Martin, mais assez fort pour la pièce. Les gens qui disent ce qu'ils pensent, les gens qui ont fait quelque chose. Chloé se figea à mi-gorge. Victor la regarda, puis Geneviève, puis moi. Il ne parla pas. Je me calai un peu en arrière, essayant de ne pas le laisser paraître, mais je sentais l'énergie changer. Ce n'était pas seulement que les gens me parlaient, c'était la manière. Ils n'essayaient pas d'impressionner. Ils ne me condescendaient pas. Ils me rencontraient là où j'étais. Et pour la première fois depuis que j'avais franchi cette foutue porte, je ne me sentais pas comme un projet. Je me sentais comme une personne. Après le dessert, quelqu'un prononça le mot « digestif ». Et tout le monde se dirigea vers le bureau comme si cela faisait partie d'un script. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, une cheminée qui semblait plus décorative que fonctionnelle. Victor versa un liquide ambré dans des verres en cristal. Chloé serra le sien comme si elle allait briser le verre. Antoine resta silencieux. Un pas derrière elle, les mains dans les poches. Je ne savais pas s'il fallait suivre ou rester en retrait, mais Geneviève me fit signe d'entrer sans hésitation. « Venez, Laurent, vous êtes de la famille ce soir. » Alors j'entrai, mes bottes propres maintenant, mon col redressé, ma posture droite. Je ne m'assis qu'après elle. La pièce se vida. Seuls les Beaumont, quelques conseillers proches et moi. Tous les autres s'étaient dispersés pour visiter la maison ou prendre leur manteau. L'air dans le bureau semblait plus lourd. Pas tendu exactement, mais concentré. Comme si quelque chose se préparait et que tout le monde dans la pièce le savait, sauf moi. Victor tenta de reprendre le contrôle immédiatement. « Eh bien, pendant que nous sommes ici, dit-il, ouvrant un dossier en cuir sur la table basse, nous pourrions aussi jeter un coup d'œil rapide au 3e trimestre. Les ventes sont en baisse pour les crus exceptionnels et... » Geneviève le coupa d'un geste de la main. « Pas ce soir. » Il cligna des yeux. « Pardon ? J'ai dit pas ce soir. » Sa voix n'était pas de la colère. C'était de l'acier sous de la soie. J'ai écouté des projections et des tableaux de bord les 10 derniers réveillons. Et j'en ai assez. Cette entreprise a oublié ce qu'il a bâti. Intégrité, service, action. Victor referma le dossier lentement, comme si chaque seconde lui achetait du temps pour préserver sa dignité. Chloé se déplaça sur l'accoudoir d'un canapé, les jambes croisées trop serrées, le visage vide comme une vitrine de magasin. Antoine la regarda, puis Geneviève, puis le sol. « J'aimerais dire quelque chose, » dit Geneviève, « et j'aimerais que vous l'écoutiez tous. Pas que vous répondiez, pas que vous détourniez, pas que vous interrompiez, juste écoutez. » Personne ne bougea. J'en ai marre d'entendre que j'étais impliqué dans les débuts de cette entreprise, dit-elle. Je n'ai pas conseillé, je n'ai pas observé, j'ai construit, du premier contrat au premier prêt. Chaque fournisseur était le mien, chaque problème je l'ai résolu, pas avec du capital, avec de l'action. La pièce devint silencieuse. Martin se pencha un peu en avant, mais Geneviève ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Victor. Élie était un homme bon, continua-t-elle, faisant référence à son défunt mari. Mais c'était un visionnaire, pas un opérateur, et après sa mort, vous... Elle hocha la tête vers Victor. Vous avez transformé cet endroit en une usine à feuilles de calcul, sûre, ordonnée, sans vie. La mâchoire de Chloé se serra. Antoine ouvrit la bouche, puis la referma. Geneviève continua. Laurent m'a rappelé aujourd'hui ce que cet endroit valorisait autrefois. Il n'a pas envoyé de message, il n'a pas attendu de dépanneuse, il a agi. Sans savoir qui j'étais, sans qu'on lui demande,
sans chercher de reconnaissance. Les yeux de tous se posèrent sur moi en même temps. Je ne bougeais pas, je ne souriais pas, je n'allais pas me rapetisser sous leur regard. « Il n'a pas posé !» Elle répéta. « Il n'a pas posé !» Cette fois plus lentement, fixant Victor. Il a juste fait ce qu'il fallait. Clara était assise derrière moi, silencieuse comme toujours, mais sa main vint se poser légèrement sur mon épaule, juste ses doigts. Rien d'ostentatoire, mais cela frappa plus fort que tout ce qui avait été dit de la nuit. Je ne bronchais pas, je n'en avais pas besoin. Victor posa son verre un peu trop fort. « Alors, qu'est-ce que nous disons ici, Geneviève ? Qu'un homme qui répare des voitures sur le bord de la route mérite une place à la table familiale parce qu'il vous a aidé avec votre batterie ?» Elle sourit, lentement, régulièrement. « Non, je dis qu'il mérite le respect parce qu'il m'a rappelé ce que le leadership signifiait autrefois dans cette famille et ce que cela devrait signifier à nouveau. » Il essaya de rire, mais cela sonna faux. On ne peut plus diriger une entreprise comme ça. L'émotion ne vend pas de produit. Elle se tourna vers lui avec un calme absolu. La lâcheté non plus. La pièce se crispa. Les oreilles de Victor devinrent rouges. Chloé avait l'air d'avoir avalé sa fourchette. Antoine se redressa, mais ne parla pas. Martin se racla finalement la gorge. Je pense que ce que Geneviève essaie de dire... Geneviève leva un doigt. Ne me traduisez pas, Martin. Vous êtes ici parce que vous savez où sont enterrés les corps, pas parce que j'ai besoin d'un interprète. Il leva les mains et se pencha en arrière. Notez. Puis elle se tourna vers moi. Avez-vous déjà travaillé à l'intérieur d'une entreprise, Laurent ? Non, madame. Avez-vous déjà géré des opérations ? Des problèmes de personnel ? De logistique ? J'ai dirigé des équipes sur des chantiers urgents. J'ai géré des clients qui ne voulaient pas payer. J'ai réparé des pièces d'ébénisterie dans des ateliers inondés tout en répondant à 4 appels téléphoniques et en poursuivant un chien perdu avec une varlope à la main. Quelqu'un gloussa dans un coin. Je ne vis pas qui. Geneviève hocha la tête. Ça, c'est de l'opération. Victor se leva, cherchant clairement à reprendre le contrôle. C'est ridicule. Non, ce qui est ridicule, claqua Geneviève, c'est de récompenser l'inaction. Ce qui est ridicule, c'est de laisser cette famille pourrir de l'intérieur en prétendant que la marque se portera toute seule. Il eut l'air de vouloir parler à nouveau, mais s'en empêcha. Les doigts de Clara appuyèrent légèrement une fois de plus sur mon épaule, sans pousser, sans exhorter, juste pour me stabiliser. Je restais silencieux. Geneviève prit une lente gorgée de sa boisson et dit « Laurent ne connaît peut-être pas ce monde, mais je fais confiance à ce qu'il voit. Je fais confiance au fait que lorsque quelque chose casse, il ne panique pas. Il se met au travail. » Ce silence revint. Le genre qui dit que quelque chose d'important venait de changer. Chloé parla enfin, la voix tranchante. « Alors quoi maintenant ? Il devient votre nouvelle mascotte exécutive ?» Geneviève la regarda comme une lionne pourrait regarder un chat domestique miaulant de loin. Il devient ce qu'il décide d'être, et contrairement à vous, il n'a pas peur du travail. Chloé se tourna vers Antoine. « Mais tu es d'accord avec ça ?» Antoine nous regarda, puis dit doucement. « Je ne suis pas encore sûr. » Assez juste. Au moins, c'était honnête. Geneviève se leva, et ce fut le signal. La conversation était terminée. Non pas parce qu'elle l'avait dit, mais parce que sa présence remplit toute la pièce comme une porte qui se referme. Elle me regarda et dit « Marchez avec moi demain matin. Nous parlerons affaires. » Et juste comme ça, elle partit. Les autres filtrèrent après elle. Victor s'attarda le plus longtemps, me lançant un regard comme s'il venait de voir un artisan se faire remettre sa couronne. Chloé ne me regarda pas du tout. Clara se leva lentement, lissa sa jupe et se pencha vers moi. « J'espère que vous ne comptez pas partir tôt. » Elle dit « Non. » Bien. Puis elle sortit, ses talons claquant doucement sur le parquet, sans un regard en arrière. Et je restais assis là, dans le bureau d'une maison où je n'étais jamais censé être, me demandant dans quoi diable je venais de tomber et pourquoi cela ne me semblait pas à moitié aussi fou que ça aurait dû l'être. J'étais toujours assis dans ce fauteuil en cuir.
fixant la cheminée, comme si elle pouvait m'expliquer ce qui venait de se passer quand Geneviève revint dans la pièce. Elle bougeait comme si la pièce s'ajustait à elle, et non l'inverse. Pas de pas perdu, pas d'hésitation. Elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle se tint derrière le bureau, me regarda droit dans les yeux et le dit comme une déclaration, pas une question. « Laurent, je veux que vous soyez notre conseiller, chef de l'engagement patrimonial. Période d'essai, 75 000 €, 6 mois. Vous me rapporterez directement. » Je clignai des yeux une fois. C'était tout. Pas de préparation, pas de mise en bouche, juste le coup de poing en plein dans les yeux. De l'autre côté de la pièce, Victor explosa hors de son siège comme s'il avait été fusillé. « Vous l'embauchez parce qu'il a réparé votre voiture ?» Geneviève ne s'y a même pas. « Je l'embauche parce qu'il s'en soucie. C'est plus rare que vous ne le pensez. Et c'est exactement ce que cette entreprise a oublié de reconnaître. » Sa mâchoire s'ouvrit comme s'il avait autre chose à dire, mais rien ne sortit. Chloé émit un bruit sec dans sa gorge et regarda autour de la pièce comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Allons-nous sérieusement envisager cela ? Vous voulez distribuer des titres de direction à des gens qui ne comprennent même pas l'entreprise. »« Je comprends les gens, » dis-je avant de pouvoir me retenir. Elle tourna brusquement la tête vers moi. « Vous comprenez les meubles, et les meubles se cassent, » dis-je. « Les familles aussi, les réputations aussi. Soit vous les réparez, soit vous les laissez brûler. » Geneviève eut un léger sourire narquois, mais ne dit rien. Antoine se tenait près de la bibliothèque lointaine, les bras croisés. Son expression avait changé, ni en colère, ni inquiet, juste stupéfait, comme si quelqu'un avait mis le feu sous son siège, mais qu'il ne savait pas s'il devait courir ou se réchauffer les mains. « Maman ?» tenta Victor à nouveau. « C'est irrationnel. Il n'est pas qualifié. Cela nous fait paraître faibles, désespérés. »« Non, » dit-elle calmement et froidement. « Cela nous fait paraître humains. » Victor se tourna vers Martin pour obtenir du soutien, mais le vieil avocat haussa juste les épaules et détourna le regard. Puis Clara s'avança. Elle ne parla pas. Elle traversa simplement le tapis vers moi et déposa un bloc-notes jaune sur le bureau. Sur la première feuille, d'une écriture soignée, se trouvait une courte note. « Vous n'avez pas à décider maintenant, mais vous devriez. » Elle ne sourit pas, ne hocha pas la tête. Elle laissa juste le message s'installer. Je regardais de la page à elle, puis vers Geneviève. Elle n'avait pas bougé. Ses mains reposaient sur le bord du bureau, les doigts légèrement recourbés comme si elle tenait quelque chose d'invisible en place, et pendant une seconde, je le vis. Ce n'était pas juste une offre d'emploi, c'était un doigt d'honneur à tout ce qui était rassis et poli dans cette maison. C'était Geneviève jetant une grenade dans le bureau sûr et silencieux que Victor avait construit autour de lui. C'était elle qui rappelait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années ou qu'elle pensait avoir entièrement perdu, et elle pariait sur moi. Je regardais Antoine. Il était toujours stupéfait, mais pas malheureux. Il y avait quelque chose derrière ses yeux, comme le début de la fierté ou peut-être la fin de la honte, difficile à dire. Chloé ne me regarda pas. Elle regarda le mur comme si elle essayait d'empêcher sa tête d'exploser. Je regardais de nouveau la table, le bloc-notes, l'offre suspendue dans l'air comme de la poudre et de la fumée. Puis je le dis. « Très bien, tentons le coup. » Le silence se brisa. La moitié de la pièce parut soulagée. Martin, Geneviève, Clara, même Antoine. L'autre moitié, horrifiée, le visage de Victor devint rose vif. Chloé haleta. « Vous plaisantez ?» marmonna-t-elle à voix basse. Geneviève se tourna vers la porte comme si l'affaire était conclue. Clara coordonnera l'intégration. Victor se leva d'un bond. « Non, non, cela ne se passe pas comme ça. On ne fait pas d'embauche de cadre à table. C'est une décision du conseil d'administration. »« Je suis le conseil, » dit Geneviève. « Vous êtes en minorité. » Geneviève marqua une pause, puis regarda par-dessus son épaule. « Vous l'avez supposé pendant des années, mais les suppositions ne sont pas des votes. Vous recevrez les documents demain. » Victor ne répondit pas. Il resta juste là, la gorge serrée, comme s'il avait un discours préparé. Mais sa bouche avait cessé de coopérer. Clara ramassa le bloc-notes et me lança un regard discret. Pas d'approbation,
Pas de surprise, juste de la satisfaction. Elle n'avait pas besoin de le dire, mais le message était clair. Tu l'as mérité, et que les autres l'apprécient ou non, je l'avais mérité. Une fois l'explosion retombée, la soirée changea. Pas vers le calme, exactement, juste plus silencieuse, comme une pièce après la dernière main de poker jouée et que tout le monde sait qui est reparti avec le pot. Je suis resté. Geneviève s'en était assurée. Elle ne m'a pas laissé me glisser en arrière-plan. Elle m'a intégré à de vraies conversations. Pas la politesse superficielle qu'ils réservent à l'intrus, mais de vraies conversations. Stratégie, partenariat communautaire, question d'héritage. Martin a tiré une chaise et m'a expliqué quelques décisions récentes que le conseil avait mal gérées. Je n'avais pas le jargon pour tout, mais je savais lire les gens. Qui se penchait en avant, qui reculait, qui écoutait, qui attendait pour bondir. Et Victor. Il était assis raide sur le bord d'un fauteuil en cuir, sirotant toujours la même boisson que tout à l'heure, essayant d'avoir l'air composé pendant que tout le monde le regardait perdre discrètement le contrôle. Quelques-uns des cadres lui posèrent des questions polies, mais personne ne se pliait plus comme avant. Geneviève avait rapatrié le pouvoir de son côté de la table, et cela se voyait. « C'est une correction de trajectoire », dit-elle à la pièce quand quelqu'un effleura le sujet. « Pas une mutinerie. Nous sommes devenus paresseux. Nous nous sommes appuyés sur l'image. Cela s'arrête maintenant. » Cela fit taire tout le monde. Après cela, c'était clair. Victor pouvait s'agiter et bluffer autant qu'il voulait. L'ancien contrôle était parti. Ses yeux se posèrent sur moi plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas croire qu'un homme comme moi était toujours là. Comme si j'étais juste un embarras temporaire qui n'était pas parti assez vite. Mais je ne bougeais pas. J'avais plus ma place là que la moitié d'entre eux. Et Geneviève s'était assurée qu'il le sache. Au moment où le dessert fut servi, la seule chose tendue était le silence entre Chloé et Antoine. Elle toucha à peine sa tarte à la citrouille. Il regardait sans cesse sa montre, comme si le temps ferait les mots qu'il ne pouvait se résoudre à prononcer. Finalement, je sortis sur la terrasse arrière pour prendre l'air. Le froid mordait plus fort maintenant, mais cela ne me dérangeait pas. Le silence dehors était pur, pas chargé comme à l'intérieur. Je m'appuyais contre la balustrade de pierre et laissais le verglas tapoter contre les lanternes en fer autour du patio. Clara me rejoignit quelques minutes plus tard. Sans manteau, juste les bras croisés serrés contre le vent. Elle se tint à côté de moi, sans parler tout de suite. Puis finalement, je ne l'ai jamais vue aussi décisive en public. Je jetai un coup d'œil de côté. Je suppose que je suis tombé sur un bon jour. Elle secoua la tête une fois. Non, vous lui avez rappelé qui elle était autrefois. Je laissai cela planer un instant. Je n'étais pas habitué à être le rappel. Habituellement, j'étais l'exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir, de ce qu'il fallait ignorer. Elle se tourna vers moi, le visage calme dans le froid. « Vous restez en ville ce soir ? Je ne l'avais pas prévu. Vous devriez. Geneviève veut vous envoyer des documents demain matin, tôt. » Elle bouge vite comme ça avec tout le monde ? Non, dit-elle. Juste ceux qui la réveillent. Elle fouilla dans son sac et en sortit une carte. Un simple carton blanc, sans logo, juste son nom et son email imprimé au recto. Puis, elle la retourna et me la tendit. Au verso, à l'encre noire, se trouvait un numéro manuscrit. « Appelez, dit-elle, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Des directions, des adresses de restaurants, ou si vous voulez juste parler boutique. » Je regardai la carte, puis elle. « J'apprécie, » dis-je. Elle me fit un petit signe de tête, commença à retourner vers la porte, puis fit une pause. « Elle ne donne pas de chance comme ça aux gens, » dit Clara, « surtout pas 2 fois. » Puis elle fut partie, rentrée à l'intérieur, ses talons claquant contre la pierre comme une ponctuation. Je restai là quelques minutes de plus, sentant le froid s'installer dans mes bottes, fixant ce numéro dans ma main comme s'il signifiait plus qu'il n'aurait dû. Peut-être que c'était le cas. À l'intérieur, la pièce s'était réorganisée. La hiérarchie, les alliances, les attentes, tout avait changé en une seule nuit. Mais dehors dans le froid, carte en main, quelque chose d'autre avait changé aussi. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires. J'ai trouvé une chambre juste à côté de la Nationale, juste en dehors de Blois.
L'enseigne du motel clignotait. Une télévision de 70 cm boulonnait à la commode. Un chauffage qui claquait comme un sabotier chaque fois qu'il s'allumait. Je m'en moquais. Je me suis allongé sur le matelas raide, mon manteau toujours sur moi, fixant le plafond, comme si je pouvais lire quelque chose d'utile dans les taches d'humidité. Ma tête bourdonnait. Pas de mauvaise façon, juste branchée, comme si j'attendais le coup de grâce. Mais tout ce que j'entendais, c'était ma propre respiration et le bourdonnement sourd du changement qui s'installait. À 10h30, je me suis rasé à nouveau, juste pour tuer le temps. À 11h, j'avais repassé la conversation avec Geneviève une douzaine de fois dans ma tête. Ce que j'avais dit, ce que je n'avais pas dit, ce qu'elle voulait vraiment dire. Puis, juste avant midi, il y eut un coup à la porte. J'ai ouvert la porte et elle était là. Clara, debout dans un manteau noir, de la neige dans ses cheveux, un dossier sous un bras et 2 cafés dans ses mains. « Geneviève vous envoie ses salutations », dit-elle en me tendant les boissons. J'en pris une et reculai pour la laisser entrer. Elle entra comme si elle avait été dans des endroits pires et ne se souciait pas que la moquette sente l'eau de Javel et le désespoir. Elle me tendit le dossier. Présentation de l'entreprise, organigramme, les 2 derniers rapports communautaires, dit-elle. Et j'ai ajouté quelques notes personnelles. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pas du tout. Nous nous sommes assis. J'ai pris l'unique chaise près du petit bureau. Elle a pris le bord du lit. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Nous avons juste bu du café et écouté le bourdonnement du chauffage. Puis elle a dit doucement « Parlez-moi d'Élise ». Je l'ai regardée, m'attendant à ressentir cette vieille vague de douleur, mais elle n'est pas venue de la même manière cette fois-ci. Alors j'ai parlé. Pas un long discours, juste assez. Je lui ai raconté comment nous nous étions rencontrés, comment elle aimait les films d'horreur et détestait les matins, comment elle avait été forte comme un roc à travers toute cette maudite maladie, comment Antoine ne s'était jamais vraiment remis après son décès, et moi non plus. Clara a écouté sans bouger, sans visage de sympathie, sans hocher la tête pour la forme, juste écouter, comme si l'histoire avait du poids. Quand j'ai arrêté, elle n'a pas comblé le silence tout de suite. Elle l'a laissé s'installer. Puis elle a dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais de la part du père d'Antoine. » J'ai eu un léger rire. « Vous non plus ?» Cela la fit sourire. Le vrai sourire. Pas poli, pas de petite discussion de bureau. Le genre qui ouvre quelque chose entre nous. Rien de bruyant. Rien d'évident, juste honnête. Elle regarda le dossier, le tapota une fois, comme si cela lui rappelait pourquoi elle était venue. Puis elle se leva, se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle se retourna, à mi-chemin entre ici et l'extérieur. « Vous avez des projets pour le dîner ?» J'ai secoué la tête. « Maintenant, oui. » Elle sourit à nouveau, plus doucement cette fois, et partit sans un mot de plus. La porte se referma d'un clic et je suis resté là, tenant toujours le café, fixant toujours l'espace où elle venait d'être. Je n'avais pas besoin de vérifier le dossier. Pas encore, parce que quelque chose avait déjà atterri. Je n'avais pas seulement réparé une batterie morte. Je n'avais pas seulement pénétré dans un monde qui avait essayé de me tenir à l'écart. J'avais trouvé ma place à l'intérieur. Et peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé quelqu'un qui voyait réellement l'homme que j'avais toujours été.